Bienvenue à cette nouvelle émission de Lire Juste, là où on va au fond du livre. Au menu cette semaine, cet ouvrage de Philippe Breton, La parole manipulée. Dans cet essai, Breton commence par rappeler que le socle sur lequel repose la société moderne, la société dite démocratique, c'est bien la parole. Son pilier central, pour reprendre son expression. Un type veut par exemple gouverner sur vous, eh bien, il faut qu'il vous convainque du bien fondé de sa candidature, en utilisant l'argumentation, la parole. Un type vous accuse de quelque délit que ce soit, eh bien, il faut qu'il convainque soit un juge, soit un jury de vos pairs, de votre culpabilité, l'usage de la parole, l'usage de l'argumentation. Breton d'ailleurs voit dans la parole une alternative à la violence. Étant donné bien entendu le caractère central de la parole dans la vie et le fonctionnement de la société moderne, il faut en préserver l'authenticité. Malheureusement, comme Breton le constate à regret, démagogues, manipulateurs, sorciers du verbe, envahissent l'espace public. Le concept de manipulation est utilisé à toutes les sauces. Quelqu'un n'est pas content de ce qu'il vient d'entendre, il dit « Ah, c'est de la manipulation ». Si bien que le concept en est venu à être galvaudé. Breton donc nous ramène à l'objectif même du geste manipulatoire pour en souligner le sérieux. Dans l'acte de manipulation, écrit-il, le message dans sa dimension cognitive et sous sa forme affective est conçu pour tromper, induire en erreur, faire croire ce qui n'est pas. Quand quelqu'un se trompe par exemple, ou quand quelqu'un commet une erreur de bonne foi, il ne faut pas voir dans toutes les déclarations, tous les gestes possibles, un acte manipulatoire. Parce que derrière la manipulation, il y a une mauvaise intention. Philippe Breton, c'est un sociologue français, un spécialiste des sciences de l'information et de la communication, professeur émérite des universités à l'université de Strasbourg. Il centre ses travaux sur l'anthropologie de la parole, les techniques de communication, les pratiques de l'argumentation. Parmi ses nombreux ouvrages, il faut souligner par exemple l'utopie de la communication, le culte de l'Internet, un ouvrage que j'ai bien aimé qui est paru en 2000, dont je me suis servi dans un certain nombre de mes travaux. Qu'est-ce qu'en réalité que la manipulation? Breton en fournit une définition aussi succincte que saisissante. La manipulation, écrit Breton, consiste à entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce quelqu'un sache qu'il y a eu effraction. Alors c'est une très belle image pour décrire c'est quoi la manipulation. L'image de quelqu'un qui rentre par effraction, un voleur par exemple, qui rentre par effraction dans une maison. Naturellement, quand il le fait, il ne prévient pas le propriétaire de la maison. « Hey, voilà mon intention, voilà ce que je suis en train de vouloir faire. » Non. À partir de cette définition, Breton dégage deux catégories de procédés manipulatoires. Ce qu'il appelle la manipulation des affects, c'est-à-dire l'appel au sentiment, et la manipulation cognitive. Et évidemment, chacune de ces deux catégories comporte un certain nombre de techniques spécifiques que le manipulateur mobilise en situation de communication. Mais dans les deux cas, le geste manipulatoire vise non pas à convaincre, mais à séduire. Autrement dit, même dans ce qui semble être une argumentation rationnelle, peut se glisser le geste manipulatoire. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur quelques-uns de ces procédés. On ne peut pas vraiment les brosser tous ici, je vais m'attarder sur quelques-uns pour les besoins de cette émission. Alors, commençons par exemple par la manipulation des affects. Dans cette catégorie, Breton inscrit entre autres la séduction par le style, la manipulation par la clarté, l'esthétisation du message, la peur,
l'appel à l'autorité, l'amalgame affectif, etc. Il y en a tellement. Évidemment, on n'a pas le temps de les repasser tous ici. Mais attardons-nous sur certains de ces procédés qui me semblent beaucoup plus fréquents. D'abord, la séduction démagogique. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est donner l'impression à son auditoire qu'on pense comme lui. Ou pire encore, à ses auditoires, si on en a plusieurs, qu'on pense comme chacun d'eux. Peu importe que ces différents auditoires aient des positions ou des pensées tout à fait aux antipodes les unes des autres. Mais le manipulateur, à chaque fois, va donner l'impression qu'il est avec vous, qu'il pense comme vous. C'est ce que Breton appelle la séduction démagogique. C'est ce que j'appellerais la stratégie caméléon, qui peut être encore beaucoup plus raffinée par certains manipulateurs. Comme Breton le dit, quand elle passe par la construction d'un vocabulaire politique ou commercial suffisamment ambigu pour que les mêmes mots puissent se métamorphoser en fonction de l'attente de chacun des auditoires qui les reçoivent. Généralement parlant, les politiques sont les experts dans ce genre de manipulation, puisque le besoin du maximum de voix possible les pousse à, je dirais, se vider de toute substance gnoséologique, c'est-à-dire toute substance de la pensée, de la connaissance, se vider de toute opinion authentique pour prendre la couleur de leur public du moment. Breton parle aussi de la manipulation par le style. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'incriminer la grandiloquence, le bien parler, le style, loin de là. Cependant, la manipulation commence quand son bien parler se substitue à l'argument lui-même, dont il cesse d'être un accompagnement pour devenir l'élément central de la situation. Le style devient en réalité l'argument, qui ne fait plus appel à la raison, mais fait appel au sentiment. Oh, il parle bien, il est éloquent, oh, il est très articulé, etc. Et finalement, on est séduit, pas parce qu'on est convaincu de manière rationnelle, par une argumentation rationnelle, mais simplement par le bien parler de l'individu qui s'exprime. Dans cette dynamique, on utilise les formules choc, on utilise les figures de style, la grandiloquence. Autrement dit, on fait de la rhétorique, tout simplement. Un autre procédé mis en évidence dans cet ouvrage, c'est l'appel à l'autorité. Breton note que ce procédé manipulatoire est particulièrement fréquent dans la communication publique. C'est un procédé qui repose sur la confiance, cette confiance qu'on investit dans une autorité donnée. Naturellement, pour rendre compte, par exemple, d'une situation sanitaire, c'est normal de faire appel à un spécialiste de la santé. Pour rendre compte d'une crise géopolitique, d'une crise internationale, il est approprié de faire appel à un spécialiste des relations internationales. Ça, c'est tout à fait normal. Le motif derrière une telle invitation, c'est bien de tirer profit des compétences de l'invité. Mais on assiste aujourd'hui à quoi? À une sorte de renversement qui fait que les intervenants publics semblent le plus souvent invités pour l'autorité que leur confère leurs compétences. Finalement, l'appel à l'autorité vise à quoi? Il vise à clore le débat. Il vise à mettre un terme à la discussion. Mais plus fondamentalement à annihiler à la fois le raisonnement et l'esprit critique. C'est-à-dire que vous devez croire à ce qu'un tel a dit, non pas parce qu'il vous a convaincu par une argumentation rationnelle, mais simplement parce qu'il a un titre. C'est quand même un prix Nobel, c'est quand même un professeur agrégé, c'est quand même un Pulitzer. Donc vous devez accepter ce qu'il a dit comme une parole d'évangile. Puis il y a l'amalgame affectif. Il consiste à aller chercher dans l'esprit de l'auditoire à qui le message est destiné un élément préexistant, plaisant, agréable, souhaitable, voire désirable, mais aussi éventuellement effrayant ou évoquant la peur et le dégoût. Et ensuite, à accoler cet élément au message ainsi augmenté. Je dirais qu'une des formes les plus manifestes de l'amalgame affectif, et c'est bien l'usage, l'exploitation des porte-paroles, généralement des vedettes, ça peut être du spectacle ou du sport, et bien pour des campagnes publicitaires ou des campagnes de sensibilisation.
On a juste à prendre quelqu'un qu'on aime ou alors qu'on déteste et on le colle près d'un message en fonction de l'objectif à atteindre pour influencer les gens à adopter soit notre façon de penser, soit les inciter à un certain comportement. Certaines organisations non gouvernementales l'ont bien compris. Pour vous soutirer quelques sous, bien, elles vont plaquer à côté de leur message, de leur sollicitation, l'image d'enfants familiers. Ou alors les politiques, quand ils essaient de se faire aimer, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils cherchent à être endossés par des vedettes. L'idée, c'est de jouer sur les assises, sur cette assise affective que les vedettes en question ont déjà dans l'esprit du public qu'on tente de persuader. Comme autre procédé qui relève de cette catégorie de manipulation par les affects que souligne Breton, bien c'est la répétition. La répétition crée de toutes pièces artificiellement du seul fait de ce mécanisme un sentiment d'évidence. Ce qui nous paraissait étrange, peut-être même un peu bizarre la première fois, parce que non argumenté, finit par être acceptable puis normal au fil de la répétition. Et il dit cette chose intéressante, que la répétition fonctionne sur le fait que le public, le type à qui on s'adresse, la personne qu'on tente de persuader, bien, finit par oublier qu'on n'a jamais expliqué ce qu'on est en train de lui répéter. Et vous vous en rendrez compte en écoutant des intervenants, surtout sur la toile. Ils ont un sens poussé de la répétition. Et parfois, ils préfacent leur répétition par le mot lui-même. Je répète. Je recommence. Et à force de le dire, de le répéter, de recommencer, il crée l'impression qu'il vient de dire une évidence. Et pourtant, ce qu'il a dit était loin d'être évident, parce que ça n'a pas été argumenté. Pour la manipulation cognitive, qui est la deuxième grande catégorie des stratégies manipulatoires, je vais simplement signaler deux éléments, ce que Breton appelle le cadrage menteur et le cadrage contraignant. Ce cadrage menteur, c'est une technique qui consiste essentiellement en un mélange subtil de vraies et de fausses informations, vraies et fausses informations, les unes servant à valider les autres. Dans ce cas, l'espoir du manipulateur est que la véracité de certaines composantes du message entraîne l'acceptation de l'ensemble du message. Le cadrage contraignant, lui, c'est quoi? Techniquement, ce type de cadrage consiste à obtenir de l'auditoire un consentement sur une opinion ou l'adoption d'un comportement qui ne pose aucun problème d'acceptation. Mais l'acceptation de cette opinion ou de ce comportement va servir de point d'appui efficace pour faire accepter une seconde opinion, celle qui importe en fait au manipulateur. Ainsi, le premier acquiescement, sans conséquence, va-t-il entraîner quasi automatiquement, mais en fait avec une violence sous-jacente extrêmement forte, le second qui, lui, est beaucoup plus important. Les techniques de manipulation imprègnent notre être en société et sont en grande partie indiscernables. Ce constat est un appel à la vigilance et à la responsabilité plutôt qu'une source de démobilisation. L'ouvrage de Philippe Breton peut être utile pour ceux qui essayent de décoder les communications publiques, surtout que sur le web foisonne un ensemble de manipulateurs qui vont utiliser bien souvent la combinaison d'un certain nombre de techniques pour tenter d'atteindre leur fin. Alors, il est vrai que tout un chacun peut percevoir dans un discours donné le geste manipulatoire. On peut voir n'importe qui, on n'a pas besoin de lire Breton, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la communication pour se rendre compte que tel énoncé, tel discours, telle affirmation, telle assertion est une assertion manipulatoire. L'ouvrage de Breton, La parole manipulée, fournit des concepts analytiques qui permettent d'identifier spécifiquement la technique manipulatoire à l'œuvre dans un discours donné et par conséquent de rendre compte avec précision du discours manipulateur.
Bien, c'était là un bref compte rendu sur cet ouvrage de Breton. Je ne saurais vous annoncer ce que je prépare pour la semaine prochaine parce que j'ai 2 bouquins sur ma table de chevet. Je ne les ai pas encore terminés et je n'ai pas encore fait mon choix.